Je vous propose, chers amis, de démarrer cet épisode 2 de la saison 2, notamment du Sales Talk by Eurydice. Les personnes arrivent gentiment après, certains après les cours. Donc, on vous rappelle le principe à la fois modeste et génial de cette émission, puisqu'il consiste à accueillir un invité sur une thématique, alors soit sales, soit business, soit managériale. Et ce soir, justement, nous sommes sur du management. Juste une petite confirmation quand même, Barbara, que tu as lancé l'enregistrement ici pour m'assurer de cet élément ensemble, mais je crois que oui. Bienvenue à ceux qui arrivent en cours de route. Alors, ce soir, nous avons une thématique qui nous paraît assez passionnante et qui va concerner tout un ensemble de personnes, notamment justement qui sont des jeunes professionnels. C'est comment on va passer de les thématiques du jeune expert ou de l'expert métier à manager. Sachant qu'évidemment, ça va être le cas d'un certain nombre d'entre vous. Vous terminez votre alternance par rapport à ça et derrière, vous allez, du coup, démarrer cet ensemble. La grande difficulté souvent, et on va le voir avec notre, invité ou nos invités, c'est que vous avez brillé à titre individuel, mais comment on passe d'une situation, on va dire, individuelle de performance à une situation plutôt collective de performance, d'ailleurs tout en continuant à briller aussi individuellement. Donc on va voir, ici ces éléments, ces difficultés. Pour ça, nous avons, fait venir un jeune expert, je vais présenter, qui est Alexandre Deléan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Erwan, ravi d'intervenir aujourd'hui. Alors, on va garder un petit temps après pour que tu puisses te présenter, présenter ton parcours. Alors on a presque un spécial guest, donc ça il le sait pas, mais parce que, tant pis pour lui, il s'est connecté et donc voilà l'idée avec Stéphane Jasmin, qui nous fait, l'amitié d'être là, mais voilà, c'est un peu en direct live et il se trouve que, peut-être que tu pourras nous dire à un moment donné dans les échanges, même si c'était pas le propos du soir, un petit mot notamment sur une méthode que tu pratiques beaucoup, qui est la méthode TED Empowerment. Ce sera juste un petit teaser puisque ceux qui veulent suivre, il y aura d'autres éléments, mais en tout cas, je n'hésiterai pas peut-être Stéphane à te faire interagir si tu as le temps de rester avec nous jusqu'au bout. D'abord donc, Alexandre, ici, qui nous fait le plaisir et l'amitié ce soir de pouvoir, intervenir sur le sujet. L'intérêt aussi, c'est que, il n'est pas si éloigné que ça, ou que vous en termes d'âge, mais justement, c'est important d'avoir et son témoignage et les réflexions en tant que telles. Alexandre, je te laisse te présenter. Alors, j'en profite pour dire, puisque tu as été, ici à nos anciens étudiants, il y a quelques années, notamment dans une autre école que je peux citer, qui est PPA Business School, mais tu es aussi intervenant chez Eurydice Business School. Donc voilà, on partage en commun ces 2 dimensions. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu ton parcours, Alexandre, pour qu'on Bien sûr, d'où tu parles? d'où je parle et d'où je viens. Du coup, j'ai été diplômé de PPA, donc effectivement, pas si loin d'une grande partie de notre audience en 2017, d'un diplôme international business et supply chain management, qui était à l'époque une forme de double diplôme qui a évolué aujourd'hui, de manière un petit peu plus spécialisée. Et en étant de la génération zéro de cette, spécialisation supply chain, dérivé de fonctions commerciales progressivement vers des fonctions de channel manager ou responsable des partenariats en français, dans différentes entreprises. Et je suis aujourd'hui, responsable des partenariats au sein de l'Institut du commerce, qui est un think tank ou, comme nous on aime le dire, un think and do, de, la grande distribution et qui est en fait, un forum, d'échange, d'accueil et d'échange, des, chefs de pôle ou directeurs, des collèges, de l'industrie, de la grande distribution et des prestataires, qu'on, réunit, au sein d'ateliers de travail, au sein d'échanges, afin de travailler sur des problématiques communes et des enjeux communs. Alors on a une part de prospective aussi, on parle d'enjeux immédiats, mais aussi d'enjeux à moyen et à long terme. De type, par exemple très simple, comment, améliorer, la gestion de l'emballage, que ce soit pour des, notions RSE comme, supprimer le plastique ou, que ce soit pour des notions de, performance, industrielle et commerciale. J'ai rejoint ces fonctions assez récemment
Et en parallèle de ces fonctions que j'occupe, 2 jours par semaine, je suis intervenant dans un certain nombre de business schools et récemment, au sein de Centrale Lyon, en tant qu'intervenant sur des sujets de supply chain management ou coach sur des serious games. Et donc en fait cette réflexion, qui m'a accompagné en tant que manager, puis en tant que manager, même si aujourd'hui dans cette nouvelle fonction, je ne n'ai pas de personne à gérer, en tout cas pour le moment, heu est venue s'enrichir de cette vision supply chain management et des besoins des étudiants que j'ai eu l'occasion, de former, autant, au sein de PPA que d'Uris, par exemple, PPA mon école, qui était que, comment on se projette? Comment on se rend compte si on est éligible ou pas? Comment on se rend compte si on souhaite, passer à ce type de fonction? Et globalement, comment on se suit, on s'analyse pour ensuite suivre et analyser d'autres personnes? Ça marche. Et supply, avec aussi, bah, les expériences d'être formé en entreprise sur ces sujets, puisque c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsque vous devenez expert métier. On vient faire soit de la formation maison, soit des consultants extérieurs qui viennent vous faire tout un tas de formations dont certaines, sont très similaires à des premières années d'école de commerce et d'autres, sont, bien plus poussées, que ce soit sur de la gestion humaine ou, sur ce que moi j'appelle un peu l'apport supply, qui va être les sciences de suivi, heu, dont on aura l'occasion de parler un peu Ça aujourd'hui. marche. Alors, on va préciser, donc petit rappel, l'idée c'est d'abord d'échanger avec notre invité, mais assez régulièrement, vous allez pouvoir poser vos questions, soit d'abord dans le chat, ce qui permet aussi pour moi de réguler et un peu de thématiser ces éléments. Et comme là, le format le permet, vous pourrez ouvrir votre micro par rapport à ça. D'abord, un petit mot pour démarrer sur la question du management. Alors, j'en profite pour faire un peu d'histoire, j'ai une barbe grise, donc je me permets de le faire pour les plus jeunes d'entre vous, notamment, c'est que bah, ce qu'on appelle le boss aujourd'hui ou le manager, et ben, ça n'a pas toujours été un manager. C'est-à-dire qu'on a appelé ça ici avec plein de mots ou de thématiques différents, puisque ça a pu être le chef d'entreprise, le chef de service, le leader, le manager. Et donc, il y a eu comme ça au fil du temps, alors sans refaire une histoire sur un siècle, il y a eu des étapes historiques par rapport à ça. Et qui renvoie à une notion, alors qui est une notion liée au pouvoir ou à la politique, qui est la notion effectivement de leadership ou la notion de pouvoir. D'abord, un petit rappel assez simple, c'est que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui existe qu'on appelle en soi. C'est-à-dire que par rapport, vous détenez un objet, des lunettes, ça je peux dire que j'en ai. Du pouvoir, c'est une relation. Et la relation, elle peut être évolutive. C'est une relation sociale. Il faut au moins être deux pour avoir du pouvoir, entre guillemets, sur quelqu'un. Et le pouvoir, si je donnais un exemple assez simple, c'est le fait de faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'avait pas forcément imaginé ou fait de lui-même spontanément. Et par rapport à ça, se pose une autre question qui est celle qu'on s'est beaucoup posée en politique de la légitimité, c'est-à-dire en quoi je reconnais à l'autre ce pouvoir, puisque ce soir, on est d'accord qu'on ne va pas parler tout à fait de schéma tyrannique ou trop autoritaire, même si ça peut arriver. Donc, on va rester dans un cadre relativement démocratique où c'est pas par la force ou la violence que j'obtiens une action de l'autre. OK. Et donc, ça a dérivé, et je la fais vraiment très très courte, aux années 2000, où le manager est ce qu'on pourrait parfois appeler pour certains un leader, c'est-à-dire des situations par rapport à ça où on cherche à être dans des situations très collaboratives, susciter beaucoup plus l'adhésion que véritablement respecter un ordre de manière très verticale. Donc on entend beaucoup parler d'éléments horizontaux, de collaboration et ainsi de suite. Bon, une fois qu'on a posé tout ça, évidemment, pas très facile à mettre en pratique parce qu'on peut vite revenir dans des schémas qui peuvent être plus traditionnels ou justement qui renvoient à des tensions et ainsi de suite. Alors, on va découper peut-être là-dessus en forme d'étapes. On va prendre un cycle puisqu'on se base plutôt sur des personnes, on va dire jeunes, alors par l'âge, mais surtout peut-être dans leur seniorité, puisque l'idée c'est de se dire, et on posera quelques points avec Alexandre avant, mais c'est de se dire, quand on accepte déjà le poste, qu'est-ce qui nous fait accepter le fait d'être manager et quelle est l'idée que l'on s'en fait? Parce qu'il y a souvent une étape, notamment qu'on on a d'abord brillé et donc il y a la question de l'acceptation et on donnera aussi et le but de cette émission, c'est aussi de donner des conseils pratiques, hein, c'est pas d'être, un cours descendant. Et c'est pour ça que je vais finir très rapidement,
le côté descendant. Ensuite, il y aura la dimension, OK, quand je prends ma fonction, comment je m'y prends et comment je pose à la fois un cadre et qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'on peut éviter, comme type d'erreur. Ensuite, troisième étape, ce sera ce que j'appelle, je reprends un auteur célèbre, un sociologue qui s'appelle Max Weber, c'est comment je routinise mon rôle de manager, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'installe, comment je fais et qu'est-ce qui peut se jouer. Et puis évidemment, un point peut-être central qui revient fréquemment dans les questions, c'est la gestion des tensions ou quand on doit dire des choses, soit une tension au sens strict, soit parfois quand on doit dire des choses qui ne sont pas que plaisantes à un collaborateur. Donc, qu'est-ce qui va se jouer? Voilà, on va essayer de prendre les étapes qui sont un peu classiques quand on entre ici en fonction. Donc, si on reprend ces éléments-là, selon toi notamment, Alexandre, quand on part et qu'on est un voilà, un jeune, alors souvent chez nous, ils sont ingénieurs d'affaires, commercial et ainsi de suite, mais ça pourrait valoir, pour d'autres. Même si d'ailleurs on fera un petit parenthèse sur est-ce qu'il y a une particularité à gérer des commerciaux, des sales? Est-ce qu'on les gère différemment? Mais ça, on verra après. Donc selon toi, déjà, on se met dans la situation de: «OK, on est en train de me proposer ou on me propose un poste de manager. Qu'est-ce qui doit se passer ou qu'est-ce qu'on doit faire ou quels sont les éléments, importants à prendre en compte dans déjà l'acceptation, ici de son poste? Et on fera un petit point peut-être aussi avec Stéphane, en termes de témoignage. Alexandre? Super. Effectivement, lorsqu'on se projette ou lorsqu'on vient nous faire ce type de proposition, il y a, un certain nombre d'étapes à faire, je pense, en amont, qui globalement passent d'abord par mieux se connaître soi-même. Puisqu'on ne va pas avoir le même regard, la même responsabilité, que lorsqu'on était entre guillemets «seul dans son coin» à être performant sans forcément avoir, hem, des obligations de cadre particuliers et le fait de gérer une équipe. Là-dessus, il y a beaucoup d'outils, aujourd'hui qui permettent de s'analyser. On a notamment ce qui est beaucoup enseigné dans les écoles de commerce, la méthode DISC, la méthode des couleurs tout simplement. On va avoir aussi, en termes d'analyse de personnalité, le Process Communication Model, le PCM, qui va permettre de, distinguer, et de du coup s'analyser, se distinguer sur ces formes de 6 typologies de personnalité. On va avoir, je dirais en étape complémentaire aussi, toute une importance qui est d'ailleurs intégrée dans le PCM, toute l'importance de l'analyse de la gestion du stress, connaître les étapes de stress, être stressé rien qu'à l'idée de devenir manager, mais ensuite, du fait des obligations, notamment d'exemplarité, il va falloir, être bien conscient des différentes étapes de stress, et des causes et de la manière de mieux le gérer. Heu, à partir de là, je pense qu'il y a une étape importante, de gap analysis ou d'analyse des écarts entre, ses compétences, via généralement aussi la capacité de faire des tableaux de compétences. Moi, c'est des choses heu heu, que j'ai beaucoup, recommandé en coaching. Parce que j'ai fait, du coaching, auprès d'étudiants depuis l'étape où j'étais étudiant en tant que bénévole et c'est vrai que Et là, c'est des si on peut choses être qui très sont concret faites pour un étudiant, par exemple, très à qui, concret. on sent parce que sachant qu'il y a 2 étapes, c'est-à-dire qu'il y a l'étape, enfin, en tout cas 2 situations, mais qui sont assez proches. C'est parfois on est ingénieur d'affaires, enfin on est commercial ou bref, jeune collaborateur et on sent que ça va arriver et j'allais dire, on peut commencer à s'y préparer. Et puis parfois ça arrive de manière un peu plus surprenante, où on vous propose comme ça à brûle-pourpoint, cette situation, vous l'avez peut-être pas d'ailleurs complètement imaginée et se jouent des éléments. Et là, parfois, alors soit parfois vous devez presque répondre tout de suite, ou vous avez 1 nuit ou 2 jours pour réfléchir. Et donc pour être très concret, selon toi, si tu parles de tableau de compétences, je sais pas si les personnes, vont rationaliser Alors avec ça, mais comment on oui, fait concrètement complètement. pour, Alors, vraiment dans ces situations que je viens de t'évoquer? c'est vrai, sur un process rapide, par exemple, de 48 heures, hein, parce que généralement, on essaye typiquement de pas accepter tout de suite ou de pas refuser tout de suite et de Mmh. prendre un temps de réflexion, chez soi, peut-être de dormir dessus, pour s'assurer d'être, bien aligné avec ces nouvelles demandes et ces nouvelles responsabilités. Des outils très importants effectivement d'analyse de personnalité, d'abord. Il y en a plein qui sont disponibles sur internet gratuitement, que vous pouvez faire. Ensuite, des tableaux de compétences, donc c'est un tableau Excel tout bête, où vous listez
mais c'est quelque chose qui doit être fait, je pense, en amont même d'avoir ce type de proposition. Vous listez vos expériences d'un côté, c'est un double tableau, expérience en haut, compétences sur le côté et vous listez ce que vous avez fait et que ce soit en expérience ou en formation. Ça va être à comparer, en fait, avec les demandes qui vont arriver sur cette nouvelle fiche de poste, cette nouvelle responsabilité, pour savoir ce qu'on appelle des points d'incapacité, c'est-à-dire là où vous aurez potentiellement le besoin d'être formé. Puisque c'est souvent, dans le package, d'une proposition de poste de manager, on va vous demander là où vous avez des points d'incapacité ou là où vous vous sentez pas forcément à l'aise et pour mieux vous accompagner sur cette prise de poste. Ça veut Donc dire que toi, tu assumes ou l'idée dans une alors qui est pas encore une négociation, mais en tout cas dans la réflexion ou dans l'échange, le fait d'intégrer en disant: «J'ai besoin aussi d'être accompagné, formé en la matière». Je bien dis ça sûr, parce que je pense que souvent alors on reviendra sur la question peut-être un peu de l'ego, avec, l'apostrophe, en disant: «En même temps, quand on accepte au début, on est aussi flatté, on a envie plutôt de masquer entre guillemets des formes un peu de faiblesse». Donc toi, une des suggestions fortes, c'est quand même plutôt d'accepter ou d'intégrer, cette dimension, formation et accompagnement. carrément. Ouais. Je pense qu'il faut être tout de suite dans l'honnêteté en fait, et de dire, on peut avoir été extrêmement bon, dans un métier et pourtant ne pas avoir de connaissances en gestion humaine ou en gestion RH, par exemple. Ou, ne pas savoir, avoir eu, des dimensions de suivi de performance qui nous ont été pas imposées, mais dont le cadre nous a été posé par notre manager, mais qu'on n'est pas fait à titre personnel. Suivi de performance et analyse de personnalité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très important aujourd'hui. Les individus, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, doivent mieux se suivre et se connaître. C et ne pas hésiter à être très peut-être pas frontal, mais très direct et honnête avec, la personne qui leur fait cette proposition, leur transmettre justement, les différents points qui risquent et qui ne sont pas forcément des points bloquants, hein, mais qui risquent d'avoir besoin d'être améliorés, d'être accompagnés, de ne pas de toute façon, normalement, être manager, c'est ne pas être seul pour autant, sur son poste. Heu, à part sur des postes de très haute direction, on a souvent un autre manager, au-dessus de soi. Et donc, il y a ce besoin de savoir effectivement, qu'est-ce qui risque de poser problème dans, cette prise de poste et être très honnête sur ce sujet en expliquant, par exemple, je n'ai pas eu d'enseignement sur du suivi, financier ou RH. Est-ce que je pourrais avoir une Alors, demi-journée avec un ç manager ou ça je avec, comprends. Mais là, on est en une situation effectivement où finalement on est venu, chercher la personne et j'allais dire, mmh, on pourrait se dire et je me fais un peu l'avocat du diable, hein, où, tiens, on peut se dire: «OK, je peux, mettre en avant, cet élément de formation» et ainsi de suite. Mais quand soi-même, par exemple, on postule, puisque c'est aussi une autre partie importante, où tout on à a fait. l'ambition, on est encore jeune, on se dit: «Tiens, quand même, j'aimerais bien diriger une équipe», même si elle est petite, hein, il suffit déjà d'être 3-4, ça fait déjà, un acte managérial et est-ce que là, le fait de mettre déjà dans la balance une formation ou en tout cas un accompagnement n'est pas entre guillemets soit un signe de faiblesse ou soit, on a peur que le poste nous échappe par rapport à quelqu'un qui paraît plus affirmé en quelque sorte? Je ne pense pas, en tout cas de mon expérience qui n'est pas 25 ans d'expérience, hein, bien sûr, mais que ce soit avec des échanges de personnes, sur le point d'être formées ou sur le point de passer à des postes, en fait, c'est quelque chose que de toute manière, les recruteurs envisagent. Ils envisagent tout de suite de savoir est-ce que, quels sont les besoins qui vont être, nécessaires et c'est très commun, pour un manager qui prend ses premières positions managériales, d'avoir un accompagnement. Maintenant, il faut savoir quel type d'accompagnement. On peut être, déjà, efficace sur plein de choses, et il faut se renseigner sur, là où on va avoir moins de capacité et en informer son interlocuteur pour, être accompagné puisque généralement la réflexion de nous passer manager n'a pas été, au cours de la nuit de la veille. C'était une réflexion qui a été, mûrement réfléchie, qui a passé tout un cycle de validation et donc entamer dès maintenant, une démarche de relation dans l'honnêteté et d'expliquer effectivement là où on pense que, on aura besoin d'être suivi ou accompagné, c'est très important. Heu, Alors n'hésitez pas, j'en profite d'un point de vue pratique, hein. 1, s'il y a des questions à chaque étape, d'une part.
ou s'il y a des formes de témoignages. Je vois qu'on a été rejoints même parfois par des collaborateurs. Donc si certains, je pense à Héloïse par exemple, ou qui veulent faire part d'un témoignage ou voilà, comment on a vécu aussi cette, quand on a éventuellement, accepté un poste ou fait une proposition de ce type, comment on s'est senti, par rapport à ça. On va s'il y a encore des éléments sur la partie acceptation, puisque après et je te redonne la parole Alexandre, on parlera après de la question, pour ceux qui nous ont rejoints, de la prise de fonction ensuite, quand on se lance dans le vide, mais on est toujours sur la question de l'acceptation et peut-être aussi un petit témoignage de Stéphane. Alexandre, vas-y. Alors tout à fait. Pour continuer sur la partie de l'acceptation, une fois ces premières étapes d'analyse, personnelle sur les capacités déjà et sur, Mmh. quelle est ma personnalité, il faut aussi savoir est-ce qu'on le souhaite? C'est-à-dire que le métier, de manager n'est pas du tout, le métier, d'expert. Il y a toute une part, d'encadrement, de gestion de l'humain, qui est très différent d'une mission opérationnelle et puis vous allez avoir des obligations supplémentaires, on va dire des obligations salariées plus, plus, de réserve, de loyauté, d'exemplarité, potentiellement un changement dans les certaines relations, qui pouvaient être amicales ou inamicales au sein de l'entreprise qui vont devoir gérer. Alors Il va d'ailleurs, on falloir prendra le point ouais, parce que tu as raison, il y a une configuration très particulière qui était aussi nous étions au même niveau, surtout quand je suis alternant et que je passe par exemple en CDI et que j'occupe un petit poste et comment parfois je manage des personnes qui étaient mon collègue. Mais ça, on en fera peut-être un petit cas complètement. particulier tout à l'heure. Je pense que c'est un cas très important. Oui, C'est oui un et cas puis qui a qui été est abordé, d'ailleurs par Emmanuel Chila, que tu dois connaître, qui était oui, tout à fait. intervenant en PPA, chez BFM Business la semaine dernière, pour te dire. D'accord. Donc, c'est des sujets qui sont très importants et là, le cas qu'ils avaient abordé, c'était carrément qu'un alternant était devenu responsable de son ancien tuteur. C'est des choses qui Ah oui, alors peuvent celui-ci arriver. était oui, oui. Tout à fait. Moi, j'ai eu le cas, personnel de mon associé, qui a eu exactement ce type de promotion aussi, il y a Alors on quelques se le années. garde celui-ci comme, comme cas un peu Voilà, comme pratique, comme tout à l'heure. exemple, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses auxquelles il faut se préparer et il y a tout un accompagnement, un apprentissage ou une prise de conscience en tout cas à faire, qui est très importante par rapport à ça. Pour Je finir par reprends juste rapport un ouais, point, juste et on se non, garde le bien dernier sûr, point. je t'en prie. Tu parlais tout à l'heure de faire un test de personnalité, notamment, enfin en tout cas d'ailleurs de le faire un peu en amont. En quoi concrètement, ce test va t'aider à prendre ta décision? Parce que je me dis, est-ce que si le test alors je sais pas, ce qui ressort, mais souvent le test va pas dire: «Tiens, est-ce que, vous devez être manager ou pas manager?» mais est-ce que ça peut même aller jusqu'à refuser l'offre ou finalement ça va servir à quoi concrètement? Alors, je pense que cette étape d'analyse que je mets en premier parce que pour moi, c'est ce que je faut commencer par bien se connaître d'abord, et moins sur une étape de, vouloir ou avoir la conviction, l'envie, la volonté que, heu, être éligible. C'est-à-dire qu'il faut effectivement mieux se connaître pour mieux connaître les autres. Ce sont des tests de personnalité qui ont été développés depuis, fin des années 1800, je crois, hein, quelque chose comme ça. En tout cas pour la méthode DISC par exemple, qui permettent une meilleure, communication et collaboration entre, collaborateurs, managers et salariés et cetera. Et c'est vrai que vous allez avoir, en tant que futur manager, à gérer des personnes de compétences, d'expériences, très différentes, de parcours de vie très différentes et surtout de, manières de communiquer très différentes. Et ce sont des méthodes qui ont été développées au départ pour lisser les relations entre les collaborateurs et pour, savoir adapter sa manière de communiquer, d'abord parce que les objectifs de chacun en fonction de ses couleurs sont différents. Heu pour citer, sur le modèle disque, par exemple, vous allez avoir des personnes qui, vont être plutôt, hem, dans des notions de dominance, d'autres dans des notions d'influence, de stabilité, de conformité, heu et à partir de ces verticales qui bon, c'est une méthode de fin des années 18 de 1800, donc il y a beaucoup d'évolutions par rapport à cette vision-là, bien sûr, hein, qui était, une des premières bases de réflexion sur les caractères et les manières de communiquer des gens. Mais en sachant mieux la manière dont la personne reçoit de l'information, parce qu'en tant que manager, c'est votre responsabilité, de rendre ces relations, fluides. En sachant la manière dont il prend l'information et la manière dont fonctionne son caractère en termes, d'objectifs, par exemple, et bien, vous transmettez bien mieux une information identique que vous aurez transmis à quelqu'un d'autre, mais dans une forme de communication qui sera entendue, digérée, comprise et qui alignera avec les objectifs personnels de ce collaborateur.
Alors, si j'essaye non pas de traduire, mais aussi de synthétiser, est-ce que par exemple, ça veut dire que quand on accepte, puisqu'on est encore dans cette phase d'acceptation et on va bientôt passer à la phase de prise de fonction, mais est-ce que ça veut dire aussi que ça se prépare en disant, si par exemple le test de personnalité confirme ce que je savais peut-être déjà, c'est peut-être rare qu'on ait vraiment de grosses surprises, mais quand même admettons, de se dire: «Est-ce que mon style managérial va être un peu, enfin d'aller dans le sens de ma personnalité. Je m'explique. En gros, si je suis plutôt cool et sympa, dans la vie, ou en tout cas ce qui ressortirait dans le test de personnalité, j'ai peut-être intérêt à me dire je me projeter en tant que manager un peu sur ce modèle-là, que vouloir s'inventer une personnalité de sergent-chef, par exemple, ou, si au contraire je suis déjà un peu sergent-chef, est-ce que j'ai intérêt à maintenir? Est-ce que ça sert à ça dans la prise de décision? Puisque là on est, je rappelle, est-ce qu'on Tout à accepte fait. ou pas l'offre, enfin, en tout cas, quand on accepte l'offre, qu'est-ce qui se joue? Je pense pas que l'idée de cette prise de décision, vient dans ni prendre un masque, même si, enfin, c'est d'ailleurs dans les niveaux de stress, dans l'analyse des niveaux de stress du nouveau PCM, il y a, 3 niveau, vous mettez un masque, typiquement. Donc, c'est très synonyme justement d'une mauvaise situation, généralement. Mmh mh. Je pense qu'il faut pas forcément, s'enfoncer complètement non plus dans sa couleur, parce qu'aujourd'hui on le sait, de ce modèle de 4 couleurs, on est plutôt multicoloré, sur la manière dont on est par rapport aux situations, par rapport aux sujets qu'on aborde. Et je pense qu'au contraire, l'idée est de savoir qu'on va être d'une certaine manière, de manière très naturelle, et qu'il faudra peut-être, faire l'effort de mieux comprendre les autres couleurs et les autres types de personnalités, les manières de communiquer bien par rapport à ces différentes couleurs. Donc moi, c'est moins une idée de, heu, hem, affirmer un modèle managérial, que plutôt de se dire: «Je suis comme ça naturellement, tout le monde n'est pas de ce caractère et de cette personnalité. Je dois bien m'assurer de ne pas être capable uniquement de parler aux personnes qui me ressemblent, lorsque je deviens manager». Mmh. Et ça fait un pont avec, l'éligibilité, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'être éligible à un poste de manager, c'est savoir communiquer, c'est suivre sa performance. On n'a pas trop parlé là pour le moment, mais on en reparlera un petit On va peu en plus parler tard. après sur le Voilà, mais c'est très important de savoir suivre sa performance aujourd'hui en tant que salarié, quel que soit son poste, pas forcément commercial. Heu, c'est aussi de la prévision. Là, on parle d'une prise de poste avec, enfin, l'exemple qu'on a pris, c'était, 48 heures de réflexion, mais globalement, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écouteront, sur la version YouTube, prévoient leur réussite. Savoir, que ce soit en suivi de performance, en individualisation pardon, des objectifs, les points d'incapacité, on en a parlé. Il va y avoir des sujets de, négociation aussi, savoir gérer une négociation. C'est quelque chose qu'on enseigne dans certaines filières commerciales essentiellement, mais c'est très important de savoir gérer une négociation pour devenir manager, dans la négociation du contrat pour devenir manager, mais aussi ensuite pour négocier avec ses collaborateurs et les collaborateurs en dessous de nous, pour savoir, accepter ou non et dans quels termes, les, montées en compétences, les montées en poste et cetera de ses mmh. collaborateurs. Et puis il y a des choses de base, de savoir-être, de professionnalisme, de connaissance alors ça, c'est un truc dans lequel Eurydice, vous êtes très bon, hein, mais les systèmes d'information qui sont utilisés, on a besoin aujourd'hui en tant que manager de peut-être d'être formé sur certains systèmes d'information qui sont pas les mêmes que, d'experts Mmh. métiers. Heu et puis bon, pour finir, Alors sur l'éligibilité, le réseau, on en parle et on en reparle toujours, hein, mais pour devenir manager, il faut aussi entretenir son réseau, et ne pas être dans un alors poste trop isolé. ça, on va voir après justement sur le côté, ce qu'il faut. On reste un peu dans Mmh. cette étape et on va bientôt passer à l'étape suivante. Peut-être un petit point au cas où je sollicite, Stéphane, puisque c'est intéressant, Stéphane Jasmin, si jamais, tu veux bien. Alors peut-être d'abord te présenter puisque là, comme tu nous fais l'amitié d'être là, j'en profite pour, du coup, t'interpeller, et du coup de vision d'ailleurs intéressante puisque étant, tu es plus de ma génération, donc avoir un regard peut-être aussi différent là-dessus. Ouais. Stéphane, peut-être un petit Alors mot d'abord, sur, qui tu es? alors moi, je me suis rasé aujourd'hui, mais bon, en regardant de près, ouais, là, j'ai la barbe grise aussi avec une forme d'expérience. Donc moi, j'ai passé une vingtaine d'années dans des entreprises anglo-saxonnes à des postes de management, de business dev, et cetera. Et puis ça fait 13 ans que je suis indépendant, que j'interviens dans les entreprises de toutes les tailles, tous secteurs d'activité sur le thème du management et de la vente. Et j'ai une combinaison, en fait, une approche qui fait que management et vente, en fait, c'est exactement la même chose.
Et, et tout ça est très très intéressant, Alexandre. Moi, j'adhère carrément à l'idée d'aller chercher une formation, déjà d'être accompagné. On a un problème avec ça en France. Dès qu'on Mmh. demande de l'aide, on a l'impression qu'on va passer pour une quiche. Non, on demande de l'aide pour se renforcer, pour être meilleur. Donc la personne qui va chercher de l'aide, une formation, une compétence quand il devient manager, moi j'applaudis à deux mains parce que c'est vraiment la personne qui affiche ça. Euh, un petit point juste sur c'est vraiment du vocabulaire, la notion de test. Moi, elle me dérange toujours, les tests de personnalité, parce qu'un test, on passe ou on passe pas. On a une bonne note ou on n'a pas de bonne note. Et le Oui. risque, justement, comme le disait Erwan, c'est de se dire, mais finalement, le test, il est bon ou il n'est pas bon? J'ai manager ou j'ai pas manager? Mais c'est surtout que parfois, alors, je dis ça parce que je pense que ça a dû m'arriver aussi dans ma carrière, c'est de me dire à un moment donné, on me fait une proposition et bah, effectivement pendant 48 heures ou je sais pas, ou peut-être Ah parfois une ouais, semaine, mais où je m'interroge en disant: «Bon, c'était un gap que j'avais pas forcément imaginé» et ainsi de suite. Je pense que quand j'ai dirigé ma première école, par exemple, c'était un peu une proposition surprise, bref, et c'est de me dire: «Tiens, est-ce que j'y vais?» mais parfois, en se jetant aussi dans la piscine, mm, c'est là, qu'on sera, et que si on avait rationalisé, ah, tous tu as les raison. éléments, j'avais plein d'éléments pour pas y aller, et c'est le fait de plonger qui, bah, après, voilà, me fait barboter Ouais, et puis après j'espère 100%, bien ouais. nager, quoi. 100%. Et plonger d'abord pour se faire une idée, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Aller chercher de la formation 6 mois après, c'est aussi, mais pas forcément tout de suite. Il faut le vivre, il y a quelque chose à vivre déjà. Mmh. Une D'accord, une forme d'immersion, Une forme ouais, d'immersion, tout à ouais. fait. Oui, oui. Donc ça marche. l'idée, moi je pense que ça serait plutôt de passer de la notion de test de personnalité à évaluation de la personnalité pour Oui, se dire finalement analyse, quels sont tout mes à fait. points forts, quels sont mes points de vigilance. Et comme j'ai des points de vigilance, je ne vais pas forcément les travailler. Parce que le risque, c'est de se dire, il faut que je comble mes points de vigilance, donc que je devienne un manager super-héros. Ça n'existe pas. Et ce que je trouve intéressant dans l'évaluation de personnalité, c'est de se dire, hé l'équipe, vous pouvez m'attendre là-dessus, là-dessus, là-dessus. Par contre, là-dessus, je vais vous le dire, je suis au moins aussi imparfait que vous. Je suis une quiche là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est pour ça que je vais m'appuyer sur vous, qui viendrez, équipe, travailler ou apporter des compléments par rapport à ce que je ne suis pas. Parce que je ne me travertis, enfin bref, Travestis pas. travertisse pas. Merci, je ne me travertisserai pas. Exactement. Merci pour le soutien. Ça marche. Alors je vous propose qu'on passe maintenant à la, entre guillemets, «la deuxième étape». Je me mets toujours à la place de, nos étudiants qui sont là en phase de passer justement dans cette étape. Ils ont plutôt performé, on leur fait la proposition, ils l'ont acceptée. Maintenant, c'est la phase de la prise de fonction. Alors, ça peut être pour des plus jeunes, mais ça pourrait évidemment être aussi pour des plus anciens, mais on va essayer de garder un peu ce scénario sur des gens, plus jeunes. Qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus, justement, Alexandre? Soit peut-être sous forme de rituel, d'actions concrètes quand on s'installe, qu'on découvre, enfin voilà, l'équipe. Ce serait quoi pour toi un peu le package ou la roadmap, je ne sais pas très bien comment dire, pour, s'installer dans sa fonction notamment? Alors, effectivement, on en parlait, mais la formation est avant et la formation est après. C'est très important de se faire accompagner aussi, hem, pour la légitimité, pardon, la crédibilité, avoir les codes et le bon positionnement aussi. Il y a un positionnement manager qui est à connaître. Hem, il faut aussi distinguer les formations et les enseignements. C'est-à-dire que, va y avoir des apprentissages qui vont être très différents et puis le désapprendre aussi ou réapprendre, c'est parfois important, lorsqu'on a cette prise de poste. Je pense qu'il y a toute une notion de pré enfin de mise en place tout de suite aussi sur le type de management, entre, ce qui va être de la réactivité et ce qui va être du rituel. C'est-à-dire que, bon alors bien sûr, Alors, on rentre en poste. explicite-nous ça. Voilà. Alors bien sûr, d'abord, on rentre en poste, il faut se présenter aux équipes, il faut, prévenir de ce changement, qui arrive. Parler aussi, on en parlait un tout petit peu avant, mais des problématiques d'inimitié et d'amitié, en disant que, l'objectivité va être de mise, bien évidemment, et que les rapports vont un petit peu évoluer à cause de cette prise de position. Alors là, tu parles du fait qu'on reste dans l'entreprise en interne, c'est-à-dire qu'on Oui, évolue, on était oui, déjà dans c l'entreprise, pour de l'évolution, tout à fait. OK, ça marche. Dans le cadre de la prise de position en externe, ça va être plutôt juste de la présentation, auprès de ses collaborateurs avec, une forme, bien sûr d'explication un petit peu d'où on vient et de son expérience. Et puis, je pense qu'il y a besoin de mettre un certain nombre de cadres très vite, d'informer en fait de comment va se dérouler justement la gestion de l'équipe. Là, dans la ritualisation du management, ça va être, effectivement, les points réguliers, ça va être la manière dont la performance être transparent sur la performance, comment elle va être suivie,
Bien sûr, informer qu'on est disponible pour les échanges, et pour, rassurer, informer, ses collaborateurs sur la manière dont cette gestion va être faite. Mais là, si Heu, on est très concret, au-delà de ça, c'est est-ce que par exemple, je sais pas, très simplement, alors ça paraît peut-être juste des astuces, mais est-ce que tu privilégierais, ou alors il faut sentir les choses, mais dire: «Tiens, est-ce que par exemple, je fais un rituel d'installation où, je réunis d'abord plutôt les personnes, on va dire collectivement, pour poser un cadre ou plutôt individuellement, justement pour d'abord sentir l'affaire et après je fais un cadre d'ensemble?» Est-ce que là-dessus déjà très simplement, tu as déjà quelques recommandations, à alors faire je pense que en tant que ça va jeune être très manager? différent, ça va être très différent déjà en termes de, typologie de prise de poste. Vous allez avoir des postes de manager, comme tu le sais, où on est très, très vite les mains dedans. Et donc cette notion de one to one va être difficile à mettre en place au moins au début. Parce que nous aussi, en tant que nouvelles recrues, on a beaucoup à prendre en main, on a beaucoup il y a une passation généralement qui va être faite de la personne qui avait ce poste, s'il existait déjà dans l'entreprise avant. Il va y avoir certaines formations sur les outils qui peuvent être, obligatoires également. Donc je pense que d'abord effectivement la notion du collectif est très important puisque, d'abord on est une équipe, et ensuite on a des relations individuelles avec chacun des collaborateurs potentiels, et donc il va être obligatoire de faire d'abord une réunion d'équipe pour se présenter, faire remonter, les différentes informations aussi, reconnaître les compétences de chacun et créer le pont de communication nécessaire, dont on va avoir besoin pour la suite. Et puis dans un deuxième temps, si c'est possible rapidement, mais sinon, quand c'est possible, faire, se présenter sur des courts temps, en one to one avec, ses collaborateurs peut être très intéressant aussi, pour mieux comprendre, surtout lorsqu'ils ont des missions un petit peu différentes, les choses sur lesquelles, ils agissent eux, sur, les choses dont ils sont contents, les choses dont ils sont moins contents, les choses qu'ils voient bien évoluer aussi dans le management de l'équipe, prendre de l'information. Alors, c'est une notion supply chain, mais pas que, hein, mais l'amélioration continue. Il faut savoir, entendre aussi de ses collaborateurs, tout ce qui est bon et puis tout ce qui est à potentiellement améliorer. Ça se fait pas forcément dans la première semaine, hein. Faut pas tout de suite forcément, donner la parole en disant: «Bon, commencez par me dire tout ce qui allait mal». Mmh. Mais c'est aussi je pense qu'il faut mettre une passerelle de communication assez rapidement en disant que des remontées sont nécessaires et très importantes pour nous. Mmh. Ensuite qu'elles ont un moment et un lieu, et aussi probablement une période d'adaptation nécessaire, attendue, parce que le manager ne pourra pas changer des choses dans l'immédiateté après sa prise de poste. Ça Heu marche. Stéphane, si tu voulais effectivement, Oui, il y avait peut-être mais n'hésite pas à finir si tu avais, fini ton idée, sinon on passe à Stéphane, mais on oui, rebondira du coup. c'est du rebondissement de toute manière, donc D'accord, ça avec marche. plaisir. Stéphane, sur l'idée de la prise de fonction, quels Ouais, seraient en toi tes complément conseils sur ou la ton prise de analyse? fonction, il y a quelque chose qui est super important, je pense, que tu exprimais tout à l'heure, Erwan, c'est la légitimité. Alors, quand on prend la fonction, on peut se sentir légitime parce qu'on a été nommé manager, parce que j'ai les compétences, parce que ceci, cela. Mais je pense que la vraie question sur la légitimité, c'est celle qui va nous être attribuée par les autres. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas légitime aux yeux des membres de mon équipe, pour être clair, je ne suis pas légitime, hein. Bien sûr. Et tant que je ne le suis pas, je vais forcer. Bon. Et je pense que pour construire cette légitimité, très rapidement, il y a quelque chose qui est à poser en collectif auprès de l'équipe, c'est son style de management. Et c'est de dire, voilà, moi, mon management, ça va être ça, 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 d'exprimer un style de management. Et puis, je pense, justement pour bâtir rapidement les premiers piliers de la légitimité, c'est de poser des exigences. C'est vrai. Et les exigences, moi, pour un manager, j'en vois trois. C'est, nous sommes dans une équipe, et moi, le premier en tant que manager, nous avons une exigence de résultat. Nous sommes là pour produire du résultat, qui soit de quantité en logistique, de qualité, qui soit financier, qui soit de satisfaction client, ce qu'on veut. Bref, exigence de résultat. J'ai une exigence vis-à-vis des membres de l'équipe qui est que vous agissiez en personne responsable. Je veux des gens responsables dans l'équipe, responsables du fonctionnement du collectif, responsables de l'action, responsables, bref. Et puis, j'ai une exigence qui consiste à faire en sorte qu'au fil du temps, vous deveniez autonome dans l'équipe. Et autonome, ça ne veut pas dire indépendant. Ça veut dire que vous soyez en mesure, par la collaboration, de trouver des solutions. Et moi, mon job de manager, c'est un, de vous poser ces exigences et surtout de vous rendre capable de relever ces exigences. Et ça, quand c'est posé comme ça, eh ben, l'expérience montre que ça aide pas mal à construire la légitimité.
en 10 heures Alors, en plus, moi, ça me les paraît exigences super. ne sont pas Est-ce négociables. et ça, tu penses que, bah, justement, entre guillemets «à tout âge», mais je pense quand on arrive à 25, entre 25 et 30 ans, pour la faire un peu courte, Mmh, est-ce que ça te paraît faisable? Alors surtout dans un cadre avec nos 2 situations qu'on a évoquées Alexandre, c'est-à-dire ouais. j'ai une promotion interne et donc je gère des collègues, enfin ou plutôt des personnes qui étaient mes anciens collègues et ou quand j'arrive et que bon, parfois je connais moins par exemple les outils ou le fonctionnement maison. Mais pour un jeune comme ça te paraît, Bah, justement, moi faisable? je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on ne le fait pas parce que bien souvent on considère qu'on a un petit effet, imposteur sur le job de manager et donc je parle de façon très générique, on ne le fait pas. Et je trouve que c'est dommage parce que même très jeune, ça serait un très bon moyen tout de suite de poser le cadre, un cadre, une forme de cadre, et surtout en expliquant que même à 25 ans, moi manager, pour pleinement sortir de mon rôle d'expert, parce que manager expert, il y a bien une distinction, hein, pour rentrer dans mon rôle de manager, c'est de vous rendre capable de relever des exigences. Alors Mmh. certains dans l'équipe pourraient dire, mais t'es qui toi pour nous poser des exigences, machin. Ben, je suis qui? Je suis maintenant, je suis votre manager. Je suis là pour faire en sorte que les choses se fassent. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous, j'ai des exigences et je vais vous rendre capable de les relever. Alors c'est vrai qu'à 25 ans, la personne qui arrive à faire ça et qui est droit dans ses bottes, je lui prédis un long avenir managérial. Ça Mais marche. il faut y penser. Je Ouais. pense que c'est même, plus nécessaire lorsqu'on est jeune, d'avoir cette étape effectivement pour se créer cette légitimité, cette crédibilité. Ouais, Et c'est vrai que moi je comptais en parler avec l'autonomie, mais c'est ouais, complètement bah, c'est ça, effectivement, Vas-y, j'avais vas-y, ces 2 vas-y, points aussi, n'hésite mais pas. c'est ça. c'est super parce qu'effectivement tu as une expérience Stéphane qui est, plus grande que la mienne et ça me ravit d'avoir un alignement sur ce type de, On est d'attente, alignés, ouais. dans la manière de se mettre en place. Et c'est vrai que c'est pas un gros mot, d'avoir des exigences parce Non, qu'en fait, le service d'abord avait déjà, un certain nombre d'exigences et d'objectifs avant l'arrivée de ce manager exactement. et heu et on sait soi-même lorsqu'on est collaborateur non manager que c'est par, la surperformance qu'on a généralement, des opportunités qui se créent Mmh, et donc c'est dépasser des exigences existantes, la surperformance, et donc c'est quelque chose hem, qui est connu à titre personnel, puisqu'on se dit: «Bon, ma prime est peut-être, dépendante de ça», l'objectif de l'équipe est permet d'avoir, un voyage offert par l'entreprise, une prime et cetera donc mais on ne se rend pas forcément compte qu'en tant que manager, il faut tout de suite parler de ça, parce que ça pose le cadre. Ça c'est pose les important. choses, qui sont aussi la stratégie du groupe ou du service ou de l'entreprise, qui dit: «Voilà avec la stratégie, la vision, les tactiques, de ce qui ont été décidées par la direction générale. Voilà ce qui, à nous, a été décidé, ce qu'on allait porter nous et on va le faire ensemble». Parce qu'en plus, ça permet aussi de refaire un lien, de dire, heu: «Je suis votre manager, mais on est dans le bateau ensemble. Si Mmh. ça marche pas, Mais alors je suis justement, hautement responsable, quoi». je voulais et c'est aussi Stéphane pour rebondir, mais pas de souci. Vous évoquiez tous les 2 une situation, où j'ai été nommé et se pose souvent la question du soutien de la direction et de l'annonce. Je dis ça parce que ce sont des choses très, très pratiques, Mmh, parce que l'annonce peut être un peu solennelle, parfois ça peut être: «Je suis intronisé», mon DG ou peu importe ou quelqu'un au-dessus de moi qui vient m'accompagner auprès des équipes pour me présenter. Voilà. Est-ce que vous, là aussi, par rapport à ces éléments, de ce que vous avez pu croiser ou connaître, soit plus jeune, soit moins jeune, mais voilà, comment un jeune, selon vous, doit, tenir compte de ça? Soit essayer de s'en affranchir ou au contraire, surfer un peu sur la vague pour, cette forme d'intronisation? Stéphane, si tu me permets, je pense que d'abord, il faut faire très attention au devoir de réserve. C'est-à-dire que ce type d'annonce a généralement un cadre, dans lequel où, il faut pas, souffler le secret trop tôt. C'est-à-dire que, on a l'obligation, d'abord de ne pas en parler. Généralement, ça fait partie des échanges qu'il y a préalablement à prendre le poste. Mais aussi, ça permet en fait derrière de faire cette annonce de manière collaborative et que tout le monde ait les mêmes informations et la même relation vis-à-vis du nouveau manager, plutôt que d'avoir certaines personnes non sues en avance et cetera et des choses qui peuvent créer dès le début des différences dans la manière de communiquer, des différences de traitement ou en tout cas un préjugé de différence de traitement et je pense que par rapport à cette annonce solennelle ou pas dans le format en tout cas, hein, mais
il y a besoin de réfléchir tout de suite et de savoir: «Attention, je ne suis pas censé souffler l'information avant Mais est-ce cette que ça annonce veut de tout dire le que monde». là et notamment quand je suis un peu jeune, est-ce que j'essaye aussi, puisqu'on parlait de négociation tout à l'heure ou en tout cas de poser un cadre aussi avec les personnes qu'ils ont nommées, c'est-à-dire est-ce que ça fait partie du cadre aussi d'essayer de voir ensemble ce qui paraît le plus confortable pour la personne en disant: «Voilà comme j'aimerais que peut-être, l'annonce se fasse, la présentation aux équipes, l'introduction», enfin voilà. Est-ce que ce sont des choses qui se négocient, ou alors, quand elles sont imposées, comment on fait? Que ce soit, bah, tiens Stéphane peut-être Ouais, et puis Ouais, ça peut 100 se négocier. Maintenant, il faut avoir à 25 ans aussi se connaître suffisamment pour être en mesure d'exprimer: «Voilà comment j'aimerais que tu l'annonces». Mmh. C'est un petit peu chaud aussi, hein. Après, moi, je trouve qu'une annonce même, portée comme ça par un N+1, voire au-delà, c'est une façon d'installer ou de construire une forme de légitimité, au sens: «Ça y est, j'ai été adoubé, mais cette légitimité-là, à partir de maintenant, on s'en fout, grosso modo. Celle qui compte, c'est celle que je vais construire à vos yeux». Voilà. Et c'est ne pas tout jouer là-dessus, parce que le risque, c'est de dire: «Eh, j'ai été nommé, vous voyez, mon C'est ça. management qui m'a validé, donc s'il y a un chef ici, maintenant, c'est bien moi. OK je l'équipe? pense je pense qu'un Danger». format hybride, Vas-y. peut être intéressant. C'est-à-dire Ouais. qu'avoir le N+1, N+2 qui vient au départ faire l'annonce et que celui-ci se retire ensuite pour que, une prise de parole sans, heu, le grand boss ou, Libéré en tout cas de libéré effectivement de cette Fondamental. forme de hiérarchie, puisse être faite directement aux collaborateurs sans la présence. Je pense qu'un format hybride, lorsqu'on s'en sent capable en tout cas, Mmh. est, quelque chose qui, permet de toucher à toutes les «meilleures pratiques» entre guillemets sur cette annonce, possible quoi. mmh. Alors Ah, Alors Erwan, oui, alors, alors vas-y. du coup, l'idée c'est de pouvoir maintenant on était sur la prise de fonction, quelques pistes ont été, évoquées. Là-dessus, c'est ce que j'appelle c'est notre troisième étape, c'est Ah, ah, on t'entend, mmh. difficilement. la Est-ce que tu veux dire par hasard la continuité du poste de manager? voilà exactement. Alors désolé si mon wifi, est-ce qu'il est un peu mieux là ici ou il est toujours Ouais, un petit ça peu marche, c'est bon. poussif? OK. Juste dire que, voilà, là maintenant on s'installe, maintenant, on doit trouver son rythme de croisière et là, et on Là, on t'entend plus. Ouais, si tu veux, j'enchaîne, le temps que ça revienne ou que tu te mettes en partage de connexion. ouais. Heu Alors oui, peut-être que effectivement, sur c'est la caméra attends, exprime-toi, vas-y, dis-nous quelque chose. Ouais, c'est toujours, très robotisé. OK. Mais ça reviendra peut-être. Globalement, si effectivement, on suit un petit peu la manière dont on souhaitait que ça s'organise, il va falloir parler de la continuité de la position de manager. C'est-à-dire après cette fameuse prise de poste, après cette, toute première étape de, candidature ou de réception de propositions. Routiniser le management, tout à fait. Je pense que ça part d'abord effectivement de ce fameux cadre qui a été posé au départ, des différents types de management qui vont être, enfin qu'on classe beaucoup en réactif et ritualisé. C'est-à-dire que d'abord, il y a une routine à créer dans la manière de, suivre les personnes. Ça peut être, la classique réunion commerciale du lundi matin, ça peut être différents formats de rituels avec du coup des formes de prise de parole, qui sont particulières et puis il y a aussi, la réactivité, c'est-à-dire de mettre en place aussi la possibilité d'être dérangé d'une certaine manière pour, que ce soit, par mail ou parfois, carrément, venir toquer à la porte du bureau lorsque c'est, des bureaux séparés, pour faire de la réactivité, à la suite d'un sujet particulier. Donc ça, il faut s'habituer à d'abord fonctionner toujours de la même manière, parce qu'il faut, de l'égalité et de l'équité envers tous ses collaborateurs, et le cadre permet ça et je pense aussi, heu, que, il y a toute une notion ensuite de suivi et de suivi de la performance va pouvoir, aider là-dessus, de bien, informer lors de ces différents rendez-vous rituels,
de la performance de l'équipe, des points d'amélioration, savoir valoriser, les exemples qui sont bons. Pas forcément, alors il y a des types de management différents là-dessus. Moi, je suis pas forcément, pour l'étriage en public. Donc les choses qui se passent mal, je pense que ça doit se passer en one to one, en bureau fermé, contrairement enfin, généralement, il faut dire les bonnes choses en public et les choses moins bonnes en privé. Heu et il y a une gestion des collaborateurs, en fait, qui se met en place et qui s'entretient, Mmh mh. jusqu'à l'arrivée de situations exceptionnelles, qui vont être, Alors, ça, on reparlera après de ces voilà, situations exceptionnelles si jamais on peut vous parler. m'entendez toujours un petit peu, vous m'entendez correctement là ou pas? On t'entend bien. OK, ça marche. Donc, on reste là-dessus. Enfin, j'aimerais revenir sur la question des rituels parce qu'à mon avis, ils sont importants, je crois, à installer. Tu l'évoquais donc, Alexandre, par rapport à ça. Quel type de rituel, toi, Stéphane, tu conseillerais en particulier, en lien avec ce qu'a dit ou en développement, de ce qu'a dit, Alexandre? Alors moi, il y a des rituels que mes clients, que quelques-uns de mes clients ont mis en place, qu'ils appellent les quality review meetings. Quality review meetings, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo, au minimum une fois par trimestre. C'est une revue de la qualité de la relation manager-manager. Ce sont des points individuels. Et le manager y va à ces quality review meetings en faisant du feedback par rapport à son collaborateur, et puis en allant chercher aussi le feedback du collaborateur. Alors ça, c'est très intéressant parce que le collaborateur, on va le Ça, questionner c'est vraiment sur. sur la relation managériale, c'est pas sur l'activité du métier de la personne en face? Alors, ça en fait partie dans le sens où, dans le rôle de manager, à un moment donné, il va aussi falloir maintenir la motivation, il va falloir maintenir la performance, il va falloir maintenir l'engagement, et c'est une part importante, hein, au-delà de je suis manager et je suis des process d'évaluation, de pilotage, de la performance, du machin, du truc. Il y a une part vraiment très importante qui est, de s'assurer que, dans les équipes, j'ai des gens qui sont toujours engagés et que notre relation est de qualité pour maintenir cet engagement. Et trop souvent, on oublie ça. On se dit, bon, on en parlera au moment de l'entretien annuel. Oh, ça va pas, non, l'entretien annuel, c'est dans plusieurs mois. On peut pas Mmh. attendre ça, c'est pas possible. Et le nombre de managers qui font ça, c'est juste un truc de dingue. La deuxième chose, c'est vraiment une recommandation très très forte que j'ai. On ne le fait pas en France, c'est de passer du temps à apprendre ensemble, de se poser régulièrement. On vient de faire ça, on se pose, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend à moi, manager? Qu'est-ce que ça t'apprend à toi, collaboratrice, collaborateur? Et ça, jeune futur manager, s'il vous plaît, faites-le, parce que je peux vous dire que pour voir des dizaines, des centaines de personnes en manager tous les ans, c'est quelque chose dans les formations qui ne se fait jamais. On ne prend pas le temps de l'apprentissage. Et ça, c'est très dommage parce que ça va aider à renforcer l'engagement, ça va fabriquer de la reconnaissance, ça va aider à adapter, ajuster les process, vraiment les façons de fonctionner. C'est un truc fondamental, s'il vous plaît, faites-le. Sinon, le jour où on se croise, Tout à fait. je serai énervé. Ah, Alexandre, si Mais, tu as je un je pense que un alors point. moi je l'ai vu faire dans des grands groupes, notamment chez Edenred France, lors de mon alternance, il y a maintenant quelques années, enfin mon alternance master, à la direction commerciale, il y avait, effectivement ce type de, alors quand les personnes avaient le temps, ce qui aujourd'hui on devrait plutôt ritualiser, comme tu Ouais. dis. Pareil pour les quality, review, je pense que c'est extrêmement important et c'est vrai que, alors peut-être que c'est ma vision, ou ma présentation parce qu'on savait que Eurydice, c'est école essentiellement de commerciaux. Mais c'est vrai que, bien évidemment, que la gestion humaine, et les feedbacks, hors, suivi de performance, financiers, économiques et autres sont extrêmement importants à ritualiser Fondamental. et le apprendre ensemble, je pense que, ça cimente des relations, collaborateurs-managers. Parce qu'il faut pas du tout être le manager dans cette tour d'ivoire qui dit: «Moi, de toute manière, je n'ai plus rien à apprendre». Heu Clair. et heu et puis quand j'apprends, c'est dans mon coin ce que j'apprends, c'est pas ce que vous apprenez et cetera et cetera. Il y a beaucoup de Est-ce choses sur lesquelles Ouais. il y a des ponts, il y a du temps à passer avec ses collaborateurs, c'est sûr. Mmh. Alors, je suis désolé d'être le rabat-joie et de mettre du temps, mais comme il nous reste que quelques minutes, peut-être quelques points de alors puisqu'on parle, souvent des conseils positifs, mais peut-être des choses à éviter, les 2-3 erreurs clés. J'en prends une qui est pas une erreur, mais que pour vous inciter au dialogue, notamment quand on a un bureau unique, mais c'est parfois aussi,
je sais que certains, quand ils prennent leur poste en disant: «Bon, j'ai besoin d'analyser», ainsi de suite et je sais pas, sont portes fermées, pas très ouverts, par rapport à ça, au fait que les gens puissent venir les voir. Donc ça, c'est un exemple, mais est-ce que vous avez, vous, chacun, 2-3 exemples comme ça d'erreurs un peu grossières à éviter ou qu'on pourrait, suggérer à nos jeunes, étudiants qui sont ici présents? Alors, je sais pas si, est-ce que tu veux qu'on parle parce qu'il y a une distinction entre erreur et faute, qui est parfois importante quand même à préciser. Vous êtes Mmh. manager, il y a l'importance de savoir qu'est-ce qui est, une faute, c'est-à-dire un non-respect d'une règle établie et une Alors, on va être erreur, plutôt dans l'erreur, au la sens, non-réussite mmh. à une demande, un objectif, à un En fait, je process et parlais pas cetera. d'erreur, je parlais plutôt alors je vais peut-être le formuler autrement, moi je vois plutôt la maladresse managériale de départ Ah! et D'accord, oui, qu'on je peut pensais éviter. collaborateur. Pardon, Non, tout non, à non, fait. je parle vraiment du manager et quand il s'installe et ainsi de suite, surtout qu'au départ, bah, lui-même a beaucoup d'éléments, d'information. Alors, sauf si c'est vrai que c'est peut-être, une promotion et que s'il est déjà dans le service, c'est peut-être plus facile, mais voilà et parfois on s'aperçoit qu'il y a des erreurs un peu, comment dire? Qui, vues de loin, paraissent assez évidentes, mais qu'on peut s'éviter, facilement. S'il y a 2-3 conseils chacun ou en tout cas un conseil important selon vous? Alors, quelque chose sur lequel je trouve que, enfin, qui arrive très souvent chez les jeunes managers, c'est le surcontrôle. Mmh. C'est, l'absence d'autonomie donnée à ses collaborateurs. Parce qu'on vient de Mmh. prendre ce type de poste à responsabilité, qu'on se sent peut-être redevable envers l'entreprise, qui nous a, donné cette chance, heu et qu'on veut s'assurer que tout se passe bien, il y a un travers, qui peut arriver, et bon, c'est pas que chez les jeunes managers bien sûr, hein, mais c'est quelque chose que j'ai plus entendu, comme erreur auprès de gens de mon âge, qui était de faire du surcontrôle et d'oublier, les compétences et la capacité d'autonomie de leurs collaborateurs. Mmh. Sachant qu'en plus, en tant que manager, il nous arrive de, former des personnes qui sont plus âgées que nous et donc il y a toute une notion qui est importante aussi de s'appuyer sur l'expertise et la compétence des personnes, s'appuyer sur leur capacité d'autonomie, éviter, de faire du contrôle hors, entre guillemets, «suivi ritualisé» et puis ce qu'on appelle du picking, en logistique et cetera. C'est-à-dire qu'une fois de temps en Mmh. temps, venir écouter une conversation, que ce soit avec des commerciaux, avec les clients ou venir, mettre le nez dans un fichier de travail et voir comment ça se passe et quelle est la qualité du travail, effectué et rendu. Mmh. Je sais Est-ce pas que ce que ça tu veut en dire que penses ce Stéphane? contrôle aléatoire devrait être plus, peut-être plus transparent ou peut-être plus Ah prévenant, on oui, va je dire? pense que c'est dans le cadre à donner au départ, de Mmh. dire, heu, on a un suivi, on a des KPI, on a des objectifs, des choses à suivre, mais nous avons aussi, une problématique, qui est que, je ne suis pas avec vous en permanence et hors sur contrôle, je viendrai de temps en temps passer la tête dans ce que vous faites et Mmh. à ce titre, faire du voilà, bon, du picking OK, aléatoire, on dit en ça logistique, j'ai marche. pas forcément le terme, managérial OK, ou OK. Non, mais pas de commercial. souci, c'est compréhensible. Qu'est-ce que tu en Stéphane, penses, peut-être, Stéphane? Ouais, alors moi, la plus gros pour parler d'erreur, je parlerai même là de celle que j'ai en tête, de boulette, mais la boulette absolue, c'est au premier coup de chaud, parce que les coups de chaud, ils vont arriver, jeune manager, c'est que vous repreniez votre manteau d'expert. Et ça, c'est terrible, parce que Ah ça oui. veut dire que si vous rentrez vous reprenez votre manteau d'expert, bah, c'est quelque chose qui va s'installer durablement et quand on vous dira: «Mais ton manteau de manager, tu l'as mis où?» Bah, en fait, Mmh. vous saurez plus et si vous gardez ce rôle d'expert, ça veut dire que vous privez les membres de votre équipe de développer leurs propres expertises. Alors, est-ce que ça va pas à l'encontre d'une idée, parce que là, peut-être que le fil est un peu tendu, sur la notion d'exemplarité? Tu sais, sur le fait que tu es manager et parfois pour installer ta légitimité, c'est de garder, aussi des mains dans le cambouis et ainsi de suite. Alors comment trouver un peu le juste Bah, équilibre, je sais pas, moi, c'est en fait, il y a une vraie question, je pense que, au moment de la prise de poste, chaque manager devrait faire. C'est de remplir son CDD, d'écrire son contrat à durée déterminée. Parce que quand vous devenez manager, vous l'êtes, mais à durée déterminée. C'est-à-dire que vous ne serez jamais le manager ad vitam aeternam de l'équipe que vous managez aujourd'hui. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille blanche, 2 articles dans votre contrat à durée déterminée. Le premier, c'est: «Quand je ne serai plus le manager de mon équipe, je veux la laisser dans quel état?» Et là, vous allez voir ce que vous allez écrire. «Et quand je ne serai plus le manager de mon équipe, qu'est-ce que je veux qu'elle dise de moi?» Et ça, vous le signez, vous datez.
vous vous Jean-Claude Van Damisez au sens où vous devenez bien aware de tout ça pendant toute votre durée de manager. Et ça, normalement, ça guide votre rôle de manager et ça vous permet régulièrement d'y revenir. Et ça, c'est une forme d'exemplarité. Vous Mmh. êtes engagé sur un CDD et vous le tenez jusqu'au bout. Et pas forcément de rentrer régulièrement dans l'expertise, parce que c'est peut-être pas justement ce que vos collaboratrices et collaborateurs attendent de vous au sens de la légitimité. Alors, on arrive, je suis désolé parce que tout passe vite. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes, ensemble. Alors peut-être sous forme conclusive, mais je vois que ça fera sûrement l'objet d'un épisode, supplémentaire, un bis, notamment spécial, management, qui concerne, souvent, bah, tiens, tu parlais du coup de chaud, Stéphane. La première tension, qui peut arriver et d'une manière générale, c'est comment je gère soit la tension, soit quelque chose de négatif que je peux avoir à dire, ici aux collaborateurs. De manière synthétique, je suis désolé, peut-être une intervention chacun pour voir pareil, le conseil que je peux donner, à un jeune expert qui devient manager. Hem, alors moi je dirais, déjà, ne pas condamner immédiatement. Donner sa chance de s'expliquer, et donc ça passe par un entretien de préoccupation, c'est pas forcément le terme, exact, mais un entretien dans lequel effectivement on annonce, les la l'écart entre nos attentes et ce qui a été fait et heu et on explique la problématique que ça pose pour potentiellement l'entreprise ou le service ou le reste des collègues et faire part que, on est là pour aider et pas pour, sévir ou quoi que ce soit. Hem, tout en rappelant, effectivement, le cadre, qui est à respecter et le les manières dans lequel, l'amélioration du collaborateur se fera. C'est-à-dire qu'on va surveiller sa réussite dans le fait de s'améliorer sur quelque chose où il y a eu une erreur. OK. Stéphane, de ton côté, s'il y avait Bah, un moi, je point, reviendrai gestion sur un peu de la tension, pareil, ou les premières res ouais, tensions qui premier arrivent, coup de chaud, un problème de c'est ressources, un ça. truc qui s'est pas passé comme on aurait voulu, et cetera, que ce soit, d'une responsabilité d'un collaborateur ou pas. Je reviendrai sur ce que Alexandre disait en tout début, c'est déjà apprendre à bien se connaître parce que le fait d'être en situation de tension, ça va générer un truc basique chez nous qui s'appelle des émotions et ces émotions, si on ne sait pas les lire, si on ne les a pas anticipées, elles vont nous faire générer des comportements qui, eux, peuvent avoir des effets, désastreux. Notamment, je vis avec la peur, qui est quand même l'émotion la plus fréquente dans l'entreprise et qui appartient régulièrement aux managers. Bah, comme j'ai peur, hop, je vais me remettre dans une situation de tension à reprendre la main. Mais si je reprends la main, ça veut dire que je reprends mon métier d'expert. Je peux me retrouver dans une situation où je vais distribuer des baffes. Et je suis juste poussé par mes émotions. Donc, pour anticiper ces situations de chaud, moi, je vous invite vraiment à apprendre à vous connaître et quand vous êtes en situation de stress, de tension, de peur, de doute, d'angoisse, de tout ce que vous voulez, de frustration, observez-vous et regardez le type de comportement que ça génère pour éviter d'aller vous prendre ensuite des baffes parce que vous ne serez plus légitime si les comportements ne sont pas les bons. Ça marche, merci. Je crois que vraiment on aura un épisode 2 parce que c'est évidemment alors c'est presque un teaser ou une petite bande annonce que l'on a faite pour aller, développer, cet ensemble, notamment que ce soit par, Alexandre qui a tendance aussi à enfin pas tendance, mais qui participe, à des coachings notamment, de jeunes justement qui prennent, ce type de poste ou tout simplement déjà les rendre, alors je sais pas si c'est aware, mais en tout cas les sensibiliser, en la matière et puis, Stéphane, qui le fait plus régulièrement peut-être avec des dirigeants mais pas que, par rapport à ça. Si au cas où, s'il y a une allez, c'est parce qu'on là, j'ai pas Je eu de peux questions prendre dans le chat et ainsi de suite, mais si jamais on a une question parmi, nos parce qu'on était plutôt dans un dialogue ou un trilogue, est-ce qu'il y a, une question avant qu'on se quitte? Et je vous promets qu'on refera, très, très enfin dans très peu de temps la suite de ces éléments-là. C'est bon, vous avez visiblement été bons messieurs. En tout cas, merci, Alexandre, surtout d'avoir accepté, cette invitation. On te retrouvera alors pour ceux qui sont chez Euridis, notamment, sur des cours, tu peux rappeler peut-être les modules sur lesquels tu interviens, en oui, priorité? en priorité sur le supply chain management. C'est là, en fait, c'est ce métier qui évolue beaucoup, de supervision, qui m'a mené aussi à cette volonté d'apprendre des choses par rapport au management. Mais c'est aussi une vision et une compréhension d'un écosystème et une entreprise
que je trouve aujourd'hui obligatoire dans tous les parcours. Et donc, c'est pour ça que on s'est entendu et que effectivement, j'ai intervenu l'année dernière pour un test et que ça s'est très bien passé. Et du coup, que j'interviens maintenant pour plusieurs classes au sein d'Erudis. Et sinon, en fait, c'est toutes les verticales du supply chain management que je viens enseigner auprès de marketeurs, de communicants, de commerciaux, d'acheteurs, de logisticiens, d'ingénieurs. L'idée, c'est de toute manière, tout le monde doit avoir une base de supply chain management. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Et puis ensuite, ça permet aussi d'avancer vers la transversalité dans son métier, quel qu'il soit. Voilà. Merci pour cette promotion du supply chain ou de la supply chain management. Oui. Et ben merci, parce que c'était un spécial guest surprise avec Stéphane Jasmin, qui a longtemps enseigné notamment la stratégie de réponse Ah oui. chez Euredis, mais qui plutôt depuis quelques années, tu es plutôt maintenant dans le consulting de dirigeants, notamment justement sur ces dimensions managériales. Pas que, des jeunes aussi, beaucoup. Bon, super. Ouais. Les amis, on se retrouve bientôt. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Et promis, il y aura sûrement une continuité sur cette thématique. Portez-vous bien. À très bientôt à tous. On a un Sales Talk la semaine prochaine qui se prépare. Autre sujet, puisque le premier, nous étions plutôt sur la partie prospection et sales automation de la saison pour nos jeunes ingénieurs d'affaires. Et on va être plutôt sur ce qui est une thématique récurrente sur l'IA et comment faire des prompts de qualité, le prompt engineering, notamment avec ChatGPT ou les IA génératives, dans le domaine de la vente et comment ça peut booster son activité. Ce sera jeudi prochain et on se retrouvera à la même heure avec mon ami Sylvain Fantoni. À très bientôt à tous. Merci encore Alexandre. Merci Stéphane. Oui. Belle soirée à tous. Invitation. Ouais. Merci Bonne soirée. encore.